Et surtout, bien sûr, notre invitée en ce premier grand rendez-vous de rentrée, Valérie Pécresse. Vous proposez, Valérie Pécresse, une approche, on l'a vu, musclée contre l'immigration clandestine. Mais Mathieu Bock-Côté vous a interpellé sur l'immigration légale avec notamment cet article dans Causeur avec des chiffres étayés, des chiffres et des faits de France Stratégie faisant état d'une mutation démographique dans plusieurs zones en France. D'abord, est-ce que c'est une surprise et est-ce que c'est préoccupant ? Ça n'est pas une surprise. J'ai écrit un livre il y a 2 ans dans lequel je citais ces chiffres. Aujourd'hui, 1 enfant sur 3 qui naît en France a au moins un parent qui est né à l'étranger. C'est même 1 enfant sur 2 dans ma région, l'Île-de-France. Donc ça nous impose cette réalité que nous sommes un pays qui est un pays qui est ouvert au monde et qui accueille le monde et qui... Ça nous impose de repenser complètement notre politique d'intégration. Nous avons dans le Code civil, vous savez... On en a une ? Alors justement, c'est un impensé total de la politique du gouvernement actuel. Ce mot d'intégration n'est plus jamais prononcé, encore moins celui du Code civil. Le Code civil, vous le savez, depuis 2 siècles, dit qu'un citoyen français doit s'assimiler. Ce n'est pas un mot tabou pour vous, l'assimilation ? C'est un mot qui figure dans le Code civil depuis 2 siècles comme une obligation. Non, mais c'est une obligation pour chaque citoyen français. Alors si on veut changer le code napoléonien, il faut le dire. Si on veut changer le Code civil, il faut le dire. Et justement sur ce point, vous avez parlé de francisation des immigrés. Ça veut dire quoi concrètement ? J'ai repris la stratégie québécoise. J'ai dit que les Québécois qui n'avaient pas... un bon connaisseur ici. Voilà, que les Québécois qui, eux, n'avaient pas notre mémoire coloniale et donc n'avaient pas ces mémoires blessées des colonies, osaient parler de francisation, mais c'est logique parce que au Québec, on est minoritaire, donc on se bat pour défendre ces minorités. Mais chez nous, ça voudrait dire quoi, francisation des immigrés ? Alors d'abord, ils sont français. Ceux dont nous parlons en ce moment sont français, et c'est là qu'il faut le dire, et c'est là que je suis en désaccord radical avec le Front National. Nous avons aujourd'hui des enfants de France qui doivent apprendre à aimer leur pays et qui doivent grandir en se disant que ce pays, à la fois, va leur donner leur chance, mais va leur donner leur chance s'ils acceptent de respecter ses lois, ses règles et les règles du jeu. C'est beau comme discours, mais ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle l'éducation, madame. Ça s'appelle l'éducation, madame Mabrouk, et c'est là aussi un sursaut national qu'il va falloir faire en matière éducative dans notre pays. Un sursaut national parce que le niveau baisse, parce que nous n'arrivons plus à recruter d'enseignants et parce que tout ça part du manque de discipline dans les classes. Alors vous voyez, quand on dit remettre de l'ordre, c'est remettre de l'ordre, évidemment, dans notre politique migratoire pour qu'on respecte nos lois, mais c'est remettre de l'ordre aussi dans la façon dont nous élevons nos enfants et dans la façon dont nous allons leur transmettre et nos savoirs et nos valeurs. Ça c'est une réponse globale, mais franciser les immigrés, concrètement, ça signifie quoi ? Alors, typiquement, vous arrivez en France, vous devez parler français, j'en parlais tout à l'heure. Nos voisins allemands, qui sont aussi démocrates que nous, imposent pour chaque délivrance de titre de séjour un examen d'allemand après 600 heures de cours. Et si vous ratez l'examen d'allemand, vous n'avez pas le titre de séjour. Mais ça existe, pour acquérir la nationalité française, il faut un test. J'en sais quelque chose. La nationalité française, mais c'est bien après. Là, je vous parle d'un titre de séjour. Un titre de séjour, vous venez demandez un examen en France, vous venez au titre du regroupement familial, vous devez parler français. Parce que si vous ne parlez pas notre langue, comment est-ce que vous allez réussir à vous intégrer ? Et pire encore, comment vos enfants vont-ils réussir à l'école si leurs parents eux-mêmes ne parlent pas notre langue ? Donc vous voyez bien que tout ça se tient et que c'est une question de fierté française. Les Québécois qui, eux, sont fiers de leur langue française, eux, ils l'enseignent, eux, ils obligent à le parler parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on crée une nation. On n'est pas fiers, nous, de la langue un peuple. On n'est pas fiers, nous, de la langue française ? Pas suffisamment, puisque aujourd'hui, on n'a que 100 heures de cours et qu'on ne sanctionne pas du tout. On sanctionne juste, il faut garantir qu'on a été présent au cours. Présent au cours, ça ne veut pas dire qu'on réussit l'examen. Vous savez bien que la langue française est une langue difficile. Permettez-moi une question. Alors, vous évoquez le rôle essentiel de l'éducation. Et puis, il n'y a pas que le français. Il y a les valeurs de la République aussi. L'intégration, l'assimilation, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup de choses. Mais vous évoquez le rôle de l'école. C'est très bien. Auparavant, il y avait d'autres institutions d'assimilation. Il y avait l'armée notamment. Mais aujourd'hui, on transfère tout à l'école. Mais est-ce que quand on est dans des situations, comme évoqué dans l'étude de France Stratégie, de concentration démographique de population d'origine étrangère, est-ce que l'école, malgré des rotomontades républicaines, malgré une volonté très forte d'intégrer, d'assimiler, de transmettre les valeurs républicaines, le français, est-ce que les concentrations démographiques ne font pas en sorte que ça devient pratiquement impossible ? Vous avez totalement raison.
Ça fait des années que j'alerte. J'en ai parlé au président de la République à plusieurs reprises sur les ghettos urbains. Oui, enfin il y a 11 ans. Et j'étais en charge de l'autonomie des universités. J'ai tenu 9 mois face à la rue et face aux étudiants pour faire une réforme qu'on attendait depuis mai 68. Alors pardon de vous dire que effectivement j'ai fait mon boulot quand j'étais ministre. Et ensuite, j'ai été ministre du budget face à la crise des dettes souveraines. Et là aussi, j'ai fait mon boulot qui était de baisser les dépenses de l'État. Et on a, pour la première fois, dépensé moins en 2011 qu'en 2010. C'est la seule fois. Non mais, on me renvoie toujours à mon bilan. J'ai été ministre, oui. Et ben quand j'étais ministre, j'ai fait le boulot. Et des boulots qui n'étaient pas faciles. Maintenant, revenons à l'histoire des ghettos. Ça fait des années, et je le fais dans ma région, ça fait des années que je plaide pour un plafond anti-ghetto et pour un grand plan à la danoise de destruction des ghettos urbains. Nous avons des grands ensembles, et France Stratégie le décrit très bien dans sa cartographie. Nous avons des villes dans lesquelles il y a plus de 50, 60, 70% de logements très sociaux. Et comme ces logements très sociaux sont donnés aux personnes les plus pauvres, évidemment, elles concentrent la misère et elles concentrent les problèmes d'intégration. Donc si on veut résoudre ces problèmes et faire une véritable politique d'intégration, il faut des quartiers de mixité sociale réelle. Donc pas plus de 30% de logements très sociaux dans un quartier. Aujourd'hui en Ile-de-France, la région ne finance plus un seul projet. Vous parlez d'un basculement démographique. Par exemple, la Seine-Saint-Denis, les données INSEE cartographiées par France Stratégie montrent que les enfants immigrés ou nés de parents immigrés extra-européens sont majoritaires parmi les 0-18 ans. Est-ce que vous parlez d'un basculement, d'une mutation démographique, ou vous ne voulez pas utiliser ce genre de mots? Est-ce que c'est une réalité? Moi, je suis lucide. Je regarde la situation telle qu'elle est. Dans certains territoires, effectivement, il y a une dynamique migratoire très forte qui aujourd'hui s'installe, mais ce sont des Français aujourd'hui. Donc le sujet, c'est comment on refait nation. Comment on refait nation avec ces Français. Et je peux vous dire que dans les quartiers populaires, il y a des Français de toutes origines qui aiment la France et qui veulent réussir dans notre pays. Et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer. Moi, ce qui me fait peur, et c'est très bien dénoncé dans certains livres que j'ai lus cet été, ce qui me fait peur, c'est que non seulement, effectivement, il y a des Français de toutes origines, mais souvent, ils se regroupent en communautés liées à leur identité d'origine. Et donc, au lieu de faire nation, c'est-à-dire de se rassembler en étant 100%... Voilà, ça s'appelle le communautarisme. Et ce communautarisme est en train de pulvériser la nation façon puzzle. Et ne pas entendre dans la bouche du président de la République le mot intégration, ne pas entendre dans la bouche du président de la République un vrai plan banlieue anti-ghetto qui détruirait ces grands ensembles, comme ça se fait dans les pays du Nord, comme ça se fait aussi en Allemagne. Moi, ça m'effraie pour l'avenir de la France. Et c'est pour ça que je veux relever le banc. C'est pour ça que je suis candidate à la présidentielle. Bien sûr. Il y a un mot que vous entendez dans la bouche d'Emmanuel Macron régulièrement. Et il l'a rappelé encore hier en Irak, la lutte contre l'islamisme. Le président a réaffirmé, évidemment, et on le sait tous, que le combat contre l'islamisme n'est pas terminé. Pourtant, vous lui envoyez des flèches acérées. Vous dénoncez un aveuglement, quand même, sur une situation aussi grave. Vous pensez que le président de la République française, malgré tout le bilan qu'on a payé dans des attentats tragiques, il est inconscient de cette menace? Non, je crois qu'il y a eu une prise de conscience tardive. Et je l'ai dit, c'est le discours des Mureaux. C'est le discours des Mureaux, mais avant ce discours des Mureaux, il y a eu 3 ans de présidence. Il y a eu 3 ans de présidence où j'ai entendu cette phrase. Ce n'est pas 2 mâles blancs qui vont régler les problèmes de la banlieue. Vous vous souvenez de cette phrase d'Emmanuel Macron à Jean-Louis Borloo qui lui apportait un plan banlieue. Jean-Louis Borloo était venu à la région Île-de-France justement pour voir quels étaient nos dispositifs. Notre charte de la laïcité, que nous avons été les premiers à mettre en œuvre. Cette charte de la laïcité, c'est quoi? C'est interdire qu'il y ait 1 euro d'argent public pour une association qui ne respecte pas les valeurs de la République. L'État est aussi venu voir ce que nous faisions en Île-de-France sur les lanceurs d'alerte dans le mouvement sportif. Parce qu'au lendemain des attentats du Bataclan, quand j'ai été élue présidente de région, eh bien, il y avait de l'infiltration et du prosélytisme islamiste dans les clubs sportifs. Et nous avons, avec le mouvement sportif, créé un réseau de lanceurs d'alerte. Nous avons fait 40 signalements. On va continuer à en parler, parce qu'il y a quand même aujourd'hui une loi contre le séparatisme. Peut-être que vous jugez incomplète, mais avec beaucoup quand même d'éléments. Vous nous direz aussi quelles sont vos propositions. Vous, présidente en 2022, Valérie Pécresse, quelles mesures fortes par rapport à ce combat contre l'islamisme? Vos propositions économiques, elles font beaucoup parler. On va vous faire réagir. Et puis, bien évidemment, le duel qui s'intensifie à droite. Alors, cette primaire, est-ce qu'elle a un intérêt avec le forfait de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau? Restez avec nous, on en parle tous ensemble dans quelques instants. Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et merci à vous d'être avec nous en direct à la fois sur Europe 1 et CNews, le grand rendez-vous, en partenariat évidemment avec Les Échos. C'est tous les dimanches, 10h, 11h. Notre invitée, Valérie Pécresse, interrogée juste avant la pause sur le combat contre l'islamisme. Une proposition. Xavier Bertrand, au micro d'Europe 1, en début de semaine, veut s'attaquer à un courant de pensée, à une idéologie en amont contre le salafisme. Il propose d'interdire le salafisme. Est-ce que c'est faisable et applicable selon vous ? D'abord, le combat contre l'islamisme va bien au-delà. D'abord, ce n'est pas un combat que contre l'islamisme. C'est un combat contre l'islamisme et contre l'islam politique. L'islam politique, c'est un islam qui ne reconnaît pas la loi française parce que pour lui, c'est la loi de l'islam qui doit s'appliquer partout dans le monde. Donc, islamisme et islam politique veulent combattre la République. Donc, il faut les combattre tous les deux avec la même intransigeance, la même fermeté. Alors, il y a évidemment tous les prédicateurs qui dérapent sur les valeurs de la République, qui appellent à la haine de la France, qui doivent être immédiatement suspendus. Toutes les mosquées dans lesquelles des prêches seraient prononcés, qui ne seraient pas conformes à nos valeurs, devraient être fermées. Mais ça va beaucoup plus loin que le salafisme. Ça peut concerner aussi, vous savez qu'il y a des mouvements qui ont refusé de signer la charte de l'islam des imams de France. Vous avez le Miligorus, vous avez les Tabliques. Alors, il faut surveiller tous ces courants. Il faut surveiller aussi les frères musulmans. Les frères musulmans ont signé la charte, ils ont signé la charte, mais ça ne veut pas dire que demain ils ne l'enfreindront pas. Et on espère qu'ils soient surveillés. Mais est-ce que vous pouvez interdire une idéologie, un courant de pensée en France comme le salafisme ? Je ne crois pas qu'on puisse interdire un courant, et je crois surtout que ce courant n'est pas le seul qui prêche un islam radical en France. Je pense en revanche que ce qu'on peut faire, c'est effectivement fermer toute mosquée dans laquelle un prédicateur prononcerait des mots qui sont contraires aux valeurs de la République, et ces prêches, et ce prêcheur, ce prédicateur, s'il est étranger évidemment, il faut l'expulser en urgence pour menace à l'ordre public. Oui, le gouvernement le fait. Le gouvernement a dit qu'il allait le faire, il a commencé à le faire, je lui en donne acte, mais aujourd'hui, vous le savez, nous avons encore 8000 personnes en France qui sont fichées pour radicalisation islamiste. Et face à ces personnes, je pense que la proposition de François Fillon de 2017 est toujours totalement pertinente. C'est-à-dire prendre le délit d'intelligence avec l'ennemi qui était dans notre code pénal, ce délit d'intelligence pour l'ennemi, l'appliquer à des personnes qui sont suspectées de sympathie avec des mouvements terroristes et de collusion avec des mouvements terroristes, par exemple pour consultation habituelle de sites djihadistes, et pouvoir les incriminer, les déférer devant la justice avant qu'elles commettent un attentat. Un délit d'intelligence avec l'ennemi. Une proposition qui était une proposition forte. François Fillon de 2017, qui permettrait de préventivement juger des personnes radicalisées et pas seulement de les mettre sous surveillance. Vous entendez tous les cris d'offrés après ce que vous avez dit ? Non. De manière préventive en amont ? Non, parce qu'ils auront commis un délit. Ils ont commis un délit, celui de consulter des sites djihadistes, celui d'intelligence avec des djihadistes, de dialoguer et de rencontrer en permanence avec des djihadistes, ce qui permettrait de les faire condamner. Ils n'ont pas commis d'attentat sur le sol, mais ils ont commis des actes qui mettent en danger l'ordre public français. Alors, j'aimerais vous soumettre une formule utilisée par Xavier Bertrand et savoir ce que vous en pensez. Xavier Bertrand dit, que votre grand rival à droite, l'islamisme radical est un danger mortel pour notre civilisation. Reprenez-vous cette distinction entre islamisme radical et islamisme que l'on suppose donc modéré ou peut-être centriste, qu'en sais-je? Pour vous, est-ce que c'est l'islamisme le danger pour notre civilisation ou l'islamisme radical? Ce que je ne confonds pas et ce que je ne confondrai jamais, c'est les musulmans et les islamistes. C'est pas la question. Oui, si. Les musulmans et les islamistes, je ne les confondrai jamais. En revanche, oui, non mais ça, il faut. Oh, vous savez, nous sommes tous d'accord. À qui vous adressez cette clarification? Au Front National, le Front National confond aujourd'hui musulmans et islamistes. Nous avons un certain nombre de sympathisants du Front National qui et on l'a vu pendant les élections régionales à longueur de réseaux sociaux, confondent l'islam et l'islamisme. Aujourd'hui, il y a une religion qui s'appelle l'islam, qui doit respecter les lois de la République, et il y a des islamistes qui la mettent en danger. Il n'y a pas un islamisme modéré, un islamisme radical, il y a un islamisme tout court. Voilà. D'accord. Alors Valérie Pécresse, sur un tout autre sujet, on a vu que vous vous donnez pour objectif d'augmenter les salaires nets, vous l'avez dit aux Parisiens, de 10% en France par une baisse des cotisations sociales qui serait financée par des économies sur d'autres dépenses. D'abord, de quelles économies parlez-vous précisément? Parce que baisser les cotisations sociales, ça se chiffre en milliards, dizaines de milliards d'euros. Absolument, Nicolas Barré. Mais peut-être avant, prendre un petit peu de hauteur. Quelle est la situation économique de la France?
Nous avons malheureusement, selon le gouvernement. Nous avons malheureusement connu un choc Covid beaucoup plus fort que celui des autres pays voisins, puisque notre PIB, notre richesse a décru de 7,9% l'année dernière. C'était seulement moins 5% en Allemagne. Donc nous avons eu un choc Covid extrêmement puissant, peut-être parce que nous avons confiné davantage, peut-être parce que nous avons fermé davantage d'usines. Donc nous avons eu un choc sur l'économie française très puissant qui a été compensé par le quoi qu'il en coûte. Là, aujourd'hui, on peut se réjouir parce qu'effectivement, il y a un très puissant rebond de l'économie française. Oui, mais enfin, c'est un rattrapage. On n'en est pas encore. On a fait moins 7,9, plus 6%. Vous voyez bien qu'on n'a pas encore retrouvé. Vous avez vu cette semaine que le patronat se félicite des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc, absolument, mais bien sûr, il fallait amortir le choc, mais aujourd'hui, nous sommes avec une croissance qui redémarre. Quel est le problème? Quel est le problème de la France? Quel est le problème de, globalement, toute l'Europe? C'est la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus, les entreprises n'arrivent plus à recruter. Et elles n'arrivent plus à recruter parce qu'il y a eu des mécanismes aussi de chômage partiel très favorables qui ont été mis en place. Alors le sujet aujourd'hui, il est simple, et c'est un défi pour toutes les entreprises. Il faut que les salaires payent plus que l'assistance. Il faut que le travail paye. Et il faut que le travail paye plus que l'assistance, plus l'économie souterraine. Oui, donc ça suppose de revaloriser les salaires nets. J'ai pas dit les salaires bruts, parce que tout de suite, on voit bien que les entreprises... Alors, moi, ce que je propose qu'on fasse une grande conférence salariale avec toutes les entreprises et les partenaires sociaux, et qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire en France pour qu'il n'y ait plus cette différence aussi importante entre le salaire net et le salaire brut. Alors ça suppose effectivement de repenser le financement de notre politique sociale. Oui, mais du coup, ce que vous proposez, de pouvoir étatiser un certain nombre, peut-être, de prestations sociales. Mais du coup, ce que vous proposez, c'est que l'État finance cette hausse des salaires, en quelque sorte, puisque l'État financerait la baisse des cotisations sociales. Qu'on en discute avec le patronat, puisque j'ai entendu, le patron du MEDEF. J'ai entendu le patron du MEDEF cette semaine dire que oui, il allait falloir augmenter les salaires. Donc on peut aussi travailler avec les entreprises pour voir s'il y a un donnant-donnant à faire avec elles. Mais ce que je le crois depuis toujours, c'est que les salaires nets ne sont pas assez élevés par rapport aux revenus d'assistance. Et que donc il va falloir trouver un moyen que les cotisations sociales qui pèsent sur le travail... que les cotisations qui pèsent sur le travail puissent être financées autrement. Mais comment vous faites pour des salariés qui sont au SMIC? Vous savez très bien qu'il y a déjà pratiquement plus de cotisations sociales au niveau du SMIC. Donc vous dites, on va les... Comment on augmente les salaires nets dans ces conditions? Il y a encore 33% de cotisations patronales et salariales au niveau du SMIC. Le SMIC net est à 1 230 €. Le SMIC brut chargé doit être à 1 624 €. Donc il y a encore 30% de charges. Donc il faut qu'on en discute. Il y a aussi quelque chose d'un peu ubuesque, c'est que aujourd'hui, vous payez des impôts, tous ici, pour que l'État puisse reverser ce qu'on appelle la prime d'activité, c'est-à-dire un complément de salaire aux personnes qui ont des petits salaires pour qu'à la fin, elles aient un revenu décent pour vivre. Oui, c'est 11 milliards par an. Exactement. Donc et ça coûte de l'argent, puisque c'est les caisses d'allocation familiale, donc des fonctionnaires, qui vont opérer ce reversement. Donc est-ce qu'il n'y a pas des économies dans tout ça à faire? Est-ce qu'on n'a pas tout à remettre à plat? Et est-ce que finalement, la dignité d'une personne, c'est pas de vivre de ses revenus du travail, plutôt que d'une prime d'activité, d'une prime d'activité qui va être dimanche à l'ancienne ministre du Budget. Combien va coûter une telle mesure, alors qu'en même temps, votre crédibilité repose sur ce que vous dites, le sérieux des finances publiques? Je vous réponds. Pour augmenter de 10% les salaires nets pour, mettons, les Français qui gagnent au-dessus de jusqu'à 2,5 de fois le SMIC, 2,5 SMIC comme on dit, eh bien ça coûterait 25 milliards d'euros. Mais 25 milliards d'euros... Est-ce que c'est le moment d'alourdir les dépenses publiques au moment où on sort justement d'une période où on a dépensé à tout va? Mais il n'est pas question pour moi d'alourdir les dépenses publiques. D'ailleurs, il y a un certain nombre de dépenses publiques que je ne ferai pas. Typiquement, est-ce que c'est le moment aujourd'hui, Monsieur Barré, de faire un RSA jeune? Est-ce que c'est le moment de mettre nos jeunes dans un dispositif d'assistanat, alors même qu'on cherche à employer des jeunes partout dans l'économie? Vos propositions. Alors mes propositions, ce sera évidemment de faire des économies massives sur les dépenses de l'État. Massives aussi. Mais si. Mais ça nous... Allez-y, pardonnez-moi. Pardon. Et sur nos dépenses sociales. Un exemple, la réforme des retraites. Ça fait 5 ans qu'on aurait dû la faire. Et effectivement, il faudra la faire. Et il faudra qu'on aille travailler
jusqu'à 65 ans progressivement. Réforme des retraites. 67. Oui, écoutez, déjà, si on arrivait à convaincre les Français de travailler 65, mais ça a une contrepartie. C'est que pour les carrières longues, pour ceux qui ont cotisé toute leur vie, le jour où on travaillera jusqu'à 65 ans, il faut qu'ils aient une retraite au moins égale, là aussi, au SMIC net. Mais, donc, la réforme des retraites, ça fera faire beaucoup d'économies. On aurait dû la faire depuis 5 ans. La réforme de l'assurance chômage, elle est toujours pas faite. Elle est toujours pas en vigueur. Elle est en train d'être mise en œuvre. Et oui, il faut la faire. Et il faudra peut-être encore la compléter par un dispositif qui permettrait de revenir au travail beaucoup plus rapidement. Permettez-moi une petite question toute simple. La décentralisation. J'entends la liste des mesures, mais il y a une formule que vous avez évoquée tout récemment qui m'a frappé. Vous êtes présenté en empruntant une double identité pour vous présenter. Vous êtes 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher. Alors, je suis curieux, quelle est cette part thatchérienne en vous? Quel est ce tiers thatchérien en vous? Alors, c'était sur la méthode. C'était sur la méthode de gouvernement. 2 tiers concertation, Merkel, 1 tiers fermeté, Thatcher. Pourquoi j'ai pris cet exemple? J'ai pris cet exemple aussi pour dire, parce qu'en France, on est quand même dans un pays où on a du mal à concevoir le leadership au féminin et où à chaque fois qu'on parle des femmes, les qualificatifs s'enchaînent. Pour expliquer que nous n'avons pas d'autorité. Donc j'ai pris ces 2 exemples pour montrer. Mais l'autorité jusqu'où? L'héritage de Thatcher, c'est une lutte à mort contre les syndicats. Attendez. C'est davantage le style Thatcher. Je ne suis ni britannique ni allemande, donc mon leadership il est franco-français. 100% française. Je suis 100% française et je ne serai pas ni Madame Thatcher ni Madame Merkel, je serai Valérie Pécresse. Mais ce que je veux dire, c'est que il existe, et c'est les 2 plus grands pays européens, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, les 2 leaders qui ont eu le plus de longévité à leur tête, et celles qui ont fait le plus, au total, de réformes, celles qui ont uni les pays, ça a été ces 2 personnalités. Alors après, elles ont des bilans contrastés, elles ont des bilans contestés. Je ne partage pas tout le monde peut venir de Madame Merkel aux Syriens. Je ne partage pas la dureté de Madame Thatcher, ni vis-à-vis... Donc c'est des références avec beaucoup de limites, alors. Voilà. Les modèles, mais une partie. Oui, mais écoutez, c'est comme Napoléon. Il y a une partie que je prends, une partie que je ne prends pas. De Gaulle, il y a des choses que je prends, des choses que je ne prends pas. Dans chaque personne. Et justement. Mais il y a plus de choses que je prends que de choses que je ne prends pas. Parce que je peux vous dire qu'elles ont permis à leurs 2 pays... rappelez-vous que la Grande-Bretagne était quand même en faillite en 79. Bien sûr. Et rappelez-vous aussi que Madame Merkel quitte l'Allemagne avec 60% de cote de popularité. Vous allez nous dire ce que vous prenez aussi chez votre ancien parti, les Républicains, puisqu'aujourd'hui vous dites que vous la jouez collectif avec eux. On va évidemment parler de la course à droite. Tiens, est-ce que la primaire a encore un intérêt aujourd'hui? Vous y tenez? Vous pensez même qu'elle est inéluctable? Pourquoi? À tout de suite pour en parler. Restez avec nous. Et surtout notre invité pour ce premier grand rendez-vous de rentrée, Valérie Pécresse. Nous avons évoqué différents sujets depuis le début de cette émission. Et bien sûr, vous l'avez remarqué ces derniers jours et ces dernières heures, c'est l'effervescence à droite. Valérie Pécresse. Alors, sans Laurent Wauquiez qui a déclaré forfait, sans également Bruno Retailleau, pourquoi vous n'admettez pas que l'idée de la primaire est d'ores et déjà enterrée? Tout simplement parce que les sympathisants de la droite et du centre, et ils le disent encore ce matin, souhaitent choisir leur candidat. Et c'est légitime qu'ils le souhaitent. Donc, une sélection démocratique, ça me paraît être la façon la plus logique et juste. Et en plus, ça permet de sélectionner le candidat sur son projet. Ça permet de lui poser toutes les questions que vous m'avez posées aujourd'hui et de voir si son projet tient la route. Sauf que Laurent... S'il n'y a plus les têtes d'affiche. Moi, je considère qu'il faut jouer collectif et que tous ceux qui souhaitent représenter la droite et le centre à la présidentielle doivent se plier à cette règle du jeu collectif. Madame Pécresse, Laurent Wauquiez n'y va pas, Bruno Retailleau non plus, Christian Jacob n'en veut pas de cette primaire, Gérard Larcher ne dit plus un mot, une grande partie des élus que vous rencontrez n'en veulent pas, ils sont dubitatifs. Est-ce qu'elle n'est pas mort-née cette primaire malgré votre volonté de la tenir, et on comprend pourquoi? J'ai entendu Michel Barnier se dire candidat, Éric Ciotti, Philippe Juvin, donc il y a effectivement un certain nombre de leaders de la droite et des hommes de grand talent qui ont envie de présenter leurs idées pour la France. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi un grand parti ne souhaite pas organiser une compétition maintenant, à 9 mois de l'élection présidentielle. Il vaut mieux une compétition maintenant qu'une division plus tard. Je suis candidate à l'élection présidentielle, je ne suis pas candidate à la primaire de la droite. Monsieur Jacob, Christian Jacob, vous lui dites c'est pas possible. Là, il faut commencer à penser à l'organisation. Je ne suis pas candidate à la primaire de la droite, je suis candidate à l'élection présidentielle. Mais ce que je dis, c'est qu'il faudra à la fin qu'il n'y en ait qu'un ou une. Et que pour le déterminer,
quel est le meilleur moyen que le vote? Quel est le meilleur moyen que la démocratie? Le sondage peut-être, les sondages aussi. Qui se sont toujours trompés à chaque élection, et encore dernièrement aux élections régionales. Donc vous irez jusqu'au bout? Ce que je souhaite vraiment, c'est le rassemblement. Moi, je souhaite ça gagner encore. Non, mais tout le monde dit la même chose. Non, parce que moi, j'accepte les règles du jeu. J'accepte les règles du jeu. Je ne fais plus partie des Républicains. Les Républicains ont dit on fait une primaire. J'ai dit ok, on fait une primaire. S'ils ont un autre mode de sélection, qu'ils le proposent, moi, je suis prête. Mais à un moment donné, il faut imaginer un processus de rassemblement. Et ce processus de rassemblement, ça ne doit pas être des sondages qui d'ailleurs donnent les candidats à touche-touche. Xavier Bertrand, c'est un diviseur pour vous? Aujourd'hui, je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique parce que ce que je veux, c'est qu'on gagne. Mais ce que je souhaite, c'est desserrer l'étau Le Pen-Macron. Et pour le desserrer, il faut qu'un seul candidat de la droite et du centre. C'est une évidence. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Donc il y aura une entente, une alliance entre vous et Xavier Bertrand. Sur un certain nombre de sujets. On a parlé tout à l'heure des économies drastiques que je voudrais faire sur la sphère publique, avec effectivement la fin des doublons, la fin des gaspillages. Ce que j'ai fait à ma région Île-de-France, où j'ai fait 2 milliards d'euros d'économies en 5 ans. Ce que j'ai fait, ces économies, c'est très dur de les faire. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne les a pas fait. Sur ce sujet, aujourd'hui, j'entends pas la droite en parler. Je n'entends pas la droite parler d'écologie. J'entends pas la droite parler d'intégration. Sur ce sujet des économies, Valérie Pécresse, votre directeur de campagne, Patrick Stefanini, reprend cette idée de débureaucratisation. Il dit que c'est au cœur de votre programme. Alors François Fillon voulait débureaucratiser en supprimant 500 000 postes de fonctionnaires. Vous reprenez cette idée ? Oui, mais en commençant. 500 000. Pas 500 000 fonctionnaires. Le chiffre n'est pas encore. On n'a pas encore bouclé le projet. Donc il y aura des suppressions de postes dans la fonction publique. À un niveau comme celui-ci ? Il y aura des suppressions de postes dans la fonction publique dans mon projet. Mais ça partira de quoi ? Ça partira d'un premier mouvement, comme les Suédois, de dénormage. Alors ce mot est un peu barbare. Le dénormage, c'est quoi ? Supprimer toutes les lois qui servent à rien. Supprimer. Divisé par 3 le code du travail, le code de l'urbanisme, tous ces codes, toutes ces normes. Nous avons des normes supplémentaires par rapport à la moyenne européenne dans tous les domaines. Demandez aux agriculteurs, demandez aux industriels, demandez à ceux qui portent des projets. Le dénormage. Je propose de créer un comité de la hache qui supprimera toutes ces normes. Et si vous supprimez toutes ces normes, vous supprimerez évidemment les fonctionnaires qui les font appliquer. Donc, ont eu ces tentatives ils l'ont dit. Mais moi, je l'ai fait à ma région. Dans ma région, j'ai supprimé à peu près 12% des fonctionnaires du siège, ceux qui étaient dans les bureaux, à l'idée de la primaire. Pas ceux qui étaient sur le terrain. J'ai augmenté les agents des lycées. Donc on peut augmenter les postes sur le terrain dans la fonction publique, les policiers, les infirmières, les soignants, et on peut supprimer ceux qui administrent. Regardez les budgets des hôpitaux français. Vous vous apercevrez qu'on dépense 30% de plus en administration des hôpitaux. Vous ne voulez pas parler de la primaire, décidément. Si, je veux en parler, mais ça intéresse moins les Français que le fonctionnement des hôpitaux. C'était ma question. Est-ce qu'elle va intéresser les Français, cette primaire ? Il y a une partie centrale dans votre discours pour la primaire, justement, qui n'est pas qu'économique. Vous avez utilisé une formule qui m'a frappé. Vous avez dit il faut retrouver la fierté française. Alors, j'ai une question double. D'abord et avant tout, à quel moment l'avez-vous perdu ? À quel moment les Français ont-ils perdu la fierté française ? Et deuxièmement, pourquoi ? Ce que je n'accepte pas, c'est l'autodénigrement. C'est qu'on dise toujours que ça ne va pas, qu'on n'est pas bien, etc. On ne peut pas toujours se plaindre. On est un pays absolument formidable, il y a un génie français. Mais une partie de ce génie est entravée justement par toutes ces normes tatillonnes, par cette bureaucratie. Et le fait qu'on mette 18 mois, 2 ans, 3 ans avant de réaliser un projet, eh bien, ça mine le moral. Autre sujet, la transmission de nos valeurs, la transmission de notre histoire. Mais ça ne se décrète pas, la fierté. Comment vous l'insufflez aujourd'hui dans un pays ? D'abord en remettant de l'ordre. Et en faisant appliquer nos lois. Un pays qui ne fait pas appliquer ses lois, on a parlé d'immigration, mais on n'a pas parlé de la sécurité, on n'a pas parlé de cette première des libertés des Français qui est de se sentir en sécurité dans leur propre pays. Donc on doit remettre de l'ordre. Et puis on doit redonner de l'espoir. Si on donne l'espoir d'une éducation qui fonctionne, et c'est pour ça que j'appelle un sursaut national pour l'école, eh bien à ce moment-là, on rendra la fierté. Permettez-moi juste un mot simplement. 2007. Max Gallo, fier d'être français, soutient Nicolas Sarkozy. Il nous dit à ce moment-là, et Nicolas Sarkozy reprend ses propos, il faut retrouver la fierté d'être français. Donc pour peu que j'en sache, 2007, la fierté française était déjà perdue. Est-elle revenue entre-temps, redisparue, disparue, retrouvée ? J'essaie de comprendre. Écoutez,
C'est clair que nous avons besoin aujourd'hui de retrouver un pays qui a confiance en lui, confiance en son avenir, confiance en ses valeurs et qui est fier de son histoire. Quand je vois des gens qui déboulonnent les statues, quand je vois des gens qui s'excusent qu'on ne fête pas le bicentenaire de Napoléon, qui est admiré partout dans le monde. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des heures sombres, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une pensée critique. Bien sûr, il faut une pensée critique, bien sûr, il y a des heures sombres, mais on ne va pas s'excuser d'avoir eu des héros. Alors, qui est le mieux placé pour porter ou incarner cette fierté française? Comment vous expliquez, par exemple, Valérie Pécresse, l'engouement médiatique et politique autour de la possible, probable, certains disent, candidature d'Éric Zemmour? Voilà, c'est que... Donc... Mais aujourd'hui, ce que je crois, c'est que la politique, c'est faire. Voilà. Ça fait 20 ans que je fais. Ça fait 20 ans que je me bats jour après jour pour améliorer la vie des Français dans ma région. Et pourquoi il ne le ferait pas? Attendez qu'il soit en politique, Éric Zemmour, avant d'intenter des procès d'intention. Oui, mais vous voyez, on est aujourd'hui les champions du monde du paiement des impôts. Et je pense qu'une bonne partie de la dynamique de la France économique viendra du fait qu'on arrive à réduire nos dépenses publiques et à les redéployer sur nos priorités, l'école et l'hôpital. Non mais si, je vous explique. Je vous explique. Ah, attendez. Je vous explique pourquoi je pense qu'un polémiste n'est pas un politique. Je pense qu'un politique, c'est quelqu'un qui a la capacité de gérer, de commander, de diriger des équipes, qui a la capacité de réformer. Il faut réformer puissamment. Ça fait 17 ans que toutes les réformes... Si tous les politiques avaient cette capacité de réformer, on le saurait. Hein. Non, mais bien sûr, ils ne l'ont pas eu. C'est ça qui explique l'engouement de la candidature. Voilà, l'engouement de la candidature vient de l'impuissance supposée des politiques depuis des années. Il faut mettre fin à cette impuissance, et ça, c'est mon projet. Ce serait une bonne chose qu'ils participent à la primaire ? Alors, ce qui est clair, c'est que pour participer à la primaire de la droite et du centre, il faut partager les valeurs de la droite et du centre. Et dans les valeurs de la droite et du centre, Monsieur Barré, dans les valeurs de la droite, Éric Zemmour, dans les valeurs de la droite et du centre, il y en a une qui est centrale pour moi. C'est le refus absolu de toute alliance avec l'extrême droite. Or, vous le savez, Éric Zemmour prône le rassemblement de toutes, ce qu'il appelle toutes les droites, c'est-à-dire de l'extrême droite avec la droite. Et c'est quoi l'extrême droite? C'est contraire à mes valeurs. Moi, j'ai toujours mis une cloison étanche entre moi, l'extrême droite, et évidemment l'extrême gauche, que je considère qu'on doit traiter avec autant de dureté que l'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, elle aussi, elle veut détruire nos institutions. Qui est l'extrême droite en France? Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. C'est l'extrême droite, pour vous? Oui. Mais vous me regardez avec des grands yeux. Pas pour vous, Madame Mabrouk. Et pas pour vous, Madame Mabrouk. Alors là, ici, je pose des questions, permettez-moi. J'ai le droit aussi de vous en poser, pardon, mais la parole est libre ici. Mais vous avez répondu, c'est Marine Le Pen. Dernière question, est-ce que vous êtes arrivée en voiture ici, Valérie Pécresse? Absolument, en voiture propre. Mais ce n'était pas une question sur l'écologie, c'était surtout sur la vitesse. Dès demain, nous serons contraints, en tous les cas pour les Parisiens, automobilistes et Parisiennes, à rouler à 30 km/h. Est-ce que vous approuvez la décision de Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo? Déjà, si on arrivait à rouler à 30 à l'heure dans Paris, on serait heureux. Eh bien, c'est dit. Merci Valérie Pécresse pour ce premier rendez-vous de rentrée en direct sur Europe 1 et CNews. Merci à Nicolas Barré et merci à Mathieu Bock-Côté, nouvelle recrue venue du Québec qui nous accompagne désormais sur CNews et évidemment sur Europe 1. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Puis moi, dès demain à 8h15 pour l'interview politique sur Europe 1 et bien sûr à midi sur CNews. Merci encore et à très bientôt sur nos antennes. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.